bienvenue dans cette troisième vidéo sur les grandes révolutions techniques de l'information. Après avoir vu l'histoire de la presse imprimée, de la radio et de la télévision, on arrive sur ces dernières années à des médias qui sont libérés et mondialisés, et donc on va réfléchir à comment la libéralisation des médias traditionnels et l'apparition d'Internet ont-ils accéléré la circulation des informations et permis une individualisation des manières de s'informer. Et donc on va commencer par regarder un petit peu ce qui se passe du côté de la télévision et des radios. Dans les décennies 70-80, les médias vont être libéralisés. Le mouvement entamé par les radios libres se poursuit. Les radios et chaînes de télévision privées vont graduellement apparaître, entraînant une certaine détérioration des contenus. Ces chaînes privées vivent en effet de la publicité qui tient une place importante dans leurs programmes. Il faut donc attirer le public en lui offrant des programmes qui lui plaisent. Les radios et chaînes télévisées publiques, qui sont financées grâce à la redevance, gardent, elles, à l'inverse, une certaine exigence culturelle. C'est ainsi que le modèle du double secteur, public et privé, se développe dans la plupart des pays. Au Royaume-Uni, où la BBC contrôlait l'intégralité de l'audiovisuel, les choses changent rapidement. Si ITV est apparu au milieu des années 50, ce sont deux chaînes privées qui font leur apparition en 1980 et 1982. Channel 3 et Channel 4. À ces dernières reviennent la plupart des programmes grand public de divertissement, tandis que la BBC conserve des programmes de qualité primés à de multiples reprises sur ses antennes. En France, l'ORTF éclate en 1982, après une refonte profonde de son organisation sous Valéry Giscard d'Estaing. En effet, sous sa présidence, les chaînes publiques ont été divisées en plusieurs groupes. Radio France, qui regroupe France Inter, France Musique, FIP notamment, TF1, Antenne 2, France Région 3, qu'on appelle FR3, et puis il y a aussi l'INA à côté. Mais tout change, et vite, dans les années 1980. En 1984 est créé Canal+, première chaîne cryptée française, puis la 5 et TV6 en 1985. TF1 est ensuite privatisé en 86-87, faisant perdre une chaîne importante à l'État. Le paysage audiovisuel a donc été profondément bouleversé en France dans les années 80, avant de connaître un nouveau bouleversement majeur en 2005, avec l'apparition des 18 chaînes de la TNT, désormais accessibles à tous, parmi lesquelles on compte une majorité de chaînes privées. Le cas des États-Unis est à part, comme nous l'avons vu, puisque le secteur privé y a toujours été plus important que le secteur public. Vivant avant tout sur la publicité, la qualité de ces différents médias est souvent remise en question, ce qui entraîne finalement l'apparition de la télévision publique américaine avec la création de PBS en 1970. Mais ce réseau peine de plus en plus à lutter contre les mastodontes des tycoons américains, et PBS perd toujours de l'audience au profit de Fox News, CNN et autres chaînes comme ESPN. Le profil des chaînes a aussi changé. De chaînes d'information officielles, on a créé des chaînes de divertissement spécialisées dans les téléfilms, les séries, la variété, le sport. Avec l'apparition de chaînes diffusées dans le monde entier par le câble et le satellite, c'est le cas par exemple de MTV dès 1981. En parallèle, on a pu observer l'apparition de chaînes d'information continue, diffusées nationalement, LCI lancée en 1994 en France, mais aussi et surtout à l'international. CNN diffuse ses contenus dans le monde depuis 1980. Désormais, toutes les grandes puissances disposent de chaînes d'information continue qui diffusent à l'étranger, BBC World, Al Jazeera ou encore France 24 qui est lancée en 2006. Enfin, n'oublions pas que les radios diffusent aussi au-delà de la frontière nationale. Ce fut le cas pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide, mais c'est encore le cas aujourd'hui avec BBC World Service ou encore RFI qui diffusent avant tout dans les anciennes colonies et qui sont prisées des expatriés. Tous ces éléments contribuent à la diffusion de contenus standardisés, mondialisés. Les informations sont souvent issues des mêmes agences de presse, mais le divertissement se mondialise aussi. Les grands événements sportifs, le Super Bowl, la finale de Coupe du Monde de football, les Jeux Olympiques, sont diffusés en temps réel à l'échelle planétaire dans des centaines de langues différentes. Et la pop culture intègre aussi bien des séries américaines que des animés japonais. Ainsi, la radio et la télévision contribuent fortement à inscrire les événements dans la mémoire collective, comme ce fut le cas avec les attentats du 11 septembre 2001. Et si le développement du secteur privé n'est aujourd'hui plus remis en cause, les États cherchent toujours à garder un certain contrôle sur le paysage audiovisuel. En témoigne la décision de faire nommer directement le président de France Télévisions par le président de la République sous Nicolas Sarkozy. L'histoire des médias est faite de rebondissements liés à des inventions qui espèrent toujours prendre le pas sur les précédentes. Une révolution technique vient à nouveau rabattre les cartes, c'est Internet. Si le premier réseau informatique fermé est né en 1966 avec ARPANET, l'apparition d'Internet en 1983 puis du World Wide Web en 1989,
qui permet de relier tous les ordinateurs entre eux et de partager des fichiers et des données à l'aide de liens hypertextes, ouvre de nouvelles opportunités que les médias vont d'abord subir avant de les saisir. Aujourd'hui, plus d'une personne sur deux a un accès régulier à Internet et 85% d'entre nous avons déjà utilisé ce réseau contre seulement 14% en 2000. Internet permet à tous les internautes de proposer du contenu, sans filtre, et de donner sa propre version des informations et de les commenter. C'est d'abord le cas des blogs, qui donnent une vision très partiale du monde dans lequel nous vivons. C'est ensuite le cas des réseaux sociaux, Facebook qui est créé en 2004, où les informations deviennent virales sans pour autant être vérifiées. On pourrait aussi souligner le rôle d'hébergeurs comme YouTube, qui viennent aujourd'hui concurrencer directement la télévision. Autre média qui connaît un nouveau succès, la radio. Longtemps obligé d'être à l'heure pour suivre son émission de radio préférée, l'apparition d'Internet a permis la mise en place d'un service de podcast, d'écoute à la demande, qui a donné un nouveau souffle radio bien établi. De plus, la radio se développe encore avec l'apparition de milliers de web radios disponibles uniquement en ligne qui permettent une multiplication des contenus. L'éclatement de l'information permis par la diversité des contenus offerts a fait craindre la fin des médias traditionnels. Mais ces derniers ont su s'adapter, souvent dans la douleur, aux nouvelles exigences du public. Prenons l'exemple du Washington Post. Celui-ci avait 80 000 lecteurs réguliers de son édition papier en 1998. En 1999, ce chiffre n'a pas changé, mais alors qu'il a lancé sa première édition en ligne en 1998, seules 40 000 personnes consultaient leur page, là où ils sont 400 000, soit 10 fois plus, dès 1999. D'abord hésitant, menacé directement par la multiplication des contenus en ligne et l'apparition des pure players comme le Huffington Post ou Mediapart, les grands titres ont su d'abord, après moult tâtonnements, trouver un équilibre financier en restreignant partiellement l'accès à leur contenu, puis investir toutes les potentialités du web en proposant des contenus augmentés et en considérant petit à petit la version numérique comme la vraie version du journal, la version papier n'en étant qu'une version résumée. Et donc est-on finalement si bien informé que ça ? Cet éclatement de l'information et la multiplication des contenus, on l'a dit en introduction, n'est pas gage de qualité pour autant. La question de la véracité de l'information a toujours été cruciale. On a vu déjà la perte de confiance importante qu'avait connue la presse papier après le bourrage de crâne pratiqué de manière intensive pendant la Première Guerre mondiale. La propagation de ce qu'on appelle désormais les fake news est encore la menace la plus importante à la légitimité et au succès de toute presse. Et c'est pas nouveau. Déjà en 1927, quand le journal La Presse avait annoncé l'arrivée triomphale de l'aviateur Ningesser à New York, alors qu'il s'était écrasé en vol, cela avait entraîné la chute et la disparition brutale du journal. De même, quand en 2005 le Huffington Post relaie une affaire de cannibalisme à la Nouvelle-Orléans suite à l'ouragan Katrina, ce journal perdit beaucoup de crédibilité et en lectorat. Aussi, il convient de rappeler que le succès de toute presse se fonde sur un élément central, la recherche de la vérité, la vérification des sources et l'honnêteté par rapport à son public, 3 règles d'or que la BBC a toujours cherché à poursuivre. De même, dans tout régime démocratique, on s'attend à ce que la presse joue le rôle de quatrième pouvoir, questionnant sans cesse les actions du pouvoir politique. Néanmoins, tout n'est pas aussi simple. On l'a dit, avec les multiples crises qu'ont pu traverser aussi bien la presse papier qu'audiovisuelle, la recherche de financement reste une question centrale. Or, les directeurs de rédaction restent souvent soumis à leurs financiers, et la tendance actuelle à la création de grands conglomérats de presse est souvent dénoncée en ce sens qu'on tend à observer une uniformisation de l'information. Les prises de position trop nettes feraient fuir les annonceurs. Enfin, dernier point, si dans les démocraties les médias doivent contrebalancer les dires des hommes politiques, dans les régimes autoritaires, évidemment, nulle liberté. La presse et les réseaux sont muselés, et il reste difficile de s'informer et d'informer en toute liberté, en témoigne la mort du médecin de Wuhan, qui avait voulu alerter via les réseaux sociaux sur la dangerosité du Covid-19. Ainsi, les médias ont connu de multiples révolutions techniques. Si on a toujours pensé que chaque invention allait remplacer définitivement la précédente, il n'en a pourtant rien été, et les différents médias, presse papier, radio, télévision et internet, ont appris à fonctionner ensemble, à s'articuler en renouvelant ses contenus et en réfléchissant à la place occupée par chacun dans notre société. On pense souvent que nous sommes mieux informés au XXIe siècle que nous ne l'étions il y a 100 ans de cela, mais ce n'est pas toujours vrai. Grâce à Internet, le monde est devenu un village planétaire. Si nous sommes connectés en permanence, et les informations parviennent à circuler toujours plus vite, la multiplication des fake news et les manipulations politiques passant par les médias, comme RT Russia, et les réseaux sociaux, comme Facebook, ce fut le cas avec l'affaire Cambridge Analytica, prouve qu'il faut encore réfléchir à la manière de nous informer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir suivi ce très long cours, chose n'est pas coutume.
On se retrouve bientôt en classe pour faire l'axe 2 du chapitre sur liberté ou contrôle de l'information, un débat politique fondamental. À bientôt!